Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette première conférence d'actualité du GRISOF pour l'année 2022-2023. Le GRISOF, c'est le groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones, au sein duquel nous organisons des visioconférences d'actualité. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Madame le professeur Samia Tarit, une amie de longue date qui est professeure de pneumologie à la faculté de médecine d'Alger, chef du service de pneumophysiologie au CHU Mustapha à Alger. Voilà, je crois que vous avez 2 cas cliniques, donc nous ferons la discussion à la fin de chaque cas clinique. Donc ceux qui veulent intervenir, préparez-vous, dès que la présentation est terminée, nous pourrons en discuter. Voilà, Samia, nous te laissons la parole. Merci Étienne, merci Monsieur Tremblay. Donc, nous allons, comme tu l'as dit, commencer cette session avec 2 cas qui nous a semblé intéressant de les soumettre également pour les discuter avec les collègues. 2 cas relatifs à la tuberculose, même si la tuberculose a diminué dans notre pays également, mais je pense que ce sont 2 situations qui nous ont posé problème et que nous aimerions discuter même avec les collègues. Voilà, donc je vais donner la parole d'abord au docteur Hadimi, qui va présenter donc la tuberculose pulmonaire chez un patient transplanté hépatique. Merci, professeur Taïk. Monsieur Lemarié, monsieur Tremblay, bonjour. Je suis docteur Najib Hadimi, pneumologue au CHU Mustapha. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter ce cas clinique à propos de la tuberculose pulmonaire chez un transplanté hépatique. Pourquoi on le présente? Parce que vous savez que la tuberculose continue à poser un problème de santé publique, surtout chez les populations particulières, à savoir les VIH, les transplantés d'organes et ceux qui reçoivent un traitement immunosuppresseur. Pour les transplantés hépatiques en particulier, l'infection tuberculeuse, c'est une complication majeure. Elle représentait 80%, elle touche 80% pratiquement des receveurs qui développent au moins une infection. La tuberculose fait partie de ces complications tuberculeuses. Alors, le cas, c'est celui d'un homme âgé de 56 ans, marié, père de deux enfants, qui travaille comme agent de sécurité. Il est tabagique à 30 paquets à l'année. Il s'est fait transplanter en février 2020 en Turquie d'un donneur vivant apparenté étant son fils pour cirrhose décompensée. Il était sous traitement immunosuppresseur, à savoir le tacrolimus à 6 mg, l'acide urso-désoxycholique à 2 g et le prédnisolone à 40 mg depuis février 2020. Son histoire commence au mois d'août 2021 avec une tuberculose pulmonaire microscopie positive. Associée à une atteinte pleurale et péritonéale, le patient est mis sous traitement sous quadrithérapie antituberculeuse, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol, adapté à son poids, donc 3 comprimés par jour. Cette tuberculose elle a été révélée par une altération d'état général et un syndrome infectieux clinico-biologique et elle a été confirmée par la microscopie. Donc, avec une bonne observance, les analyses du BK du 2e et du 3e mois sont restées positives. Le mois de novembre 2021, donc le 3e mois de traitement, la première perturbation du bilan hépatique. On a eu une cytolyse, une cholestase, un TP bas. Ça a motivé l'hospitalisation du patient au service d'hépatologie et l'arrêt du traitement tuberculeux. Une enquête profonde a été entamée. Un bilan étiologique négatif, l'amélioration clinique et biologique après l'arrêt du traitement a fait conduire au diagnostic d'une DILI aux antituberculeux. Le gène expert réalisé à ce moment-là sur les expectorations a démontré des BK toujours sensibles à la rifampicine. Le mois de janvier, une deuxième perturbation, janvier 2021, une deuxième perturbation du bilan hépatique, une cytolyse et un TP bas, 2022 plutôt. Une deuxième perturbation du bilan hépatique, une cytolyse et un TP bas. On a réalisé chez lui une fonction biopsie hépatique qui a conclu au diagnostic d'une hépatite auto-immune et le patient est mis sous corticoïdes à une posologie de 1 mg par kg par jour. Le traitement antituberculeux RH, donc du 3e mois, a été réintroduit à dose minimale le 30 janvier 2022. Et le 27 février 2022, le traitement antituberculeux encore arrêté, cette fois-ci
à cause d'une cytolyse cholestase et TP bas. Là, je vous montre les deux graphes qui tracent l'évolution de son bilan hépatique à travers les mois à partir du mois de janvier 2022. Et là, entre janvier et mars 2022, et là, on constate que la cytolyse, elle a été marquée au début du mois de février. Elle a été concomitante à la réintroduction du traitement antituberculeux. De même pour le TP. Donc, le 25/3/2022, le patient, la prise en charge en pneumophysiologie a commencé. 3 séries de bacilloscopie des crachats avec culture des expectorations sont revenues négatives. On a procédé à la réalisation d'un TEP scan FDG. Les lésions hépatiques et pulmonaires étaient bilatérales, diffuses, fixant toutes le FDG, mais qui étaient non spécifiques. Donc, la décision collégiale était d'asseoir une surveillance chez ce patient. Le 26 juillet 2022, une hospitalisation en hépatologie pour évaluation de son état, pour mise au point de sa pathologie. Le contrôle était optimal, il n'y a pas eu d'anomalie clinique ni biologique. Le mois d'août 2022, il y a eu hospitalisation du patient pour tuberculose pulmonaire microscopie positive. Voici l'image radiologique qui montre un infiltrat diffus au niveau des deux poumons. Donc, c'était facile de déduire qu'il s'agit de TP1+, confirmé par la bacilloscopie. Le patient était hospitalisé à cause d'une détresse respiratoire et altération d'état général. Donc, le traitement entrepris, c'était un traitement de première ligne, toujours un traitement de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et tombutol à 2 comprimés chaque jour. Avec surveillance, bien sûr, étroite du bilan hépatique et les mesures adjuvantes, à savoir une oxygénothérapie, une anticoagulation préventive, un traitement de la BPCO et le traitement immunosuppresseur de base. Voici l'évolution des différents paramètres biologiques. On commence par la saturation en oxygène qui ne faisait que s'améliorer au cours du séjour de l'hospitalisation. On a pu sévrer le patient au J17 de l'hospitalisation. De même que la surveillance du bilan hépatique, les transaminases et le TP n'ont pas posé de problème, même avec la dose complète, disons, standard des antituberculeux. Du coup, le patient est sorti le 19/9/2022 à J23 de son hospitalisation après un contrôle clinique normal. Donc, le mois de septembre, le 21/9/2022, une autre admission pour altération d'état général. À J2 de son hospitalisation, la saturation était entre 84 et 89% en air ambiant. Sa fréquence cardiaque dépassait les 140 et le taux de didymère était à 1112. Donc, s'agit-il l'embolie pulmonaire, le diagnostic d'embolie pulmonaire était évoqué en premier. Une angiotédéme thoracique réalisée le 25/9/2022 a effectivement confirmé le diagnostic. L'embolie pulmonaire était étendue au tronc de l'artère pulmonaire où elle faisait 26 mm, à l'artère pulmonaire droite où elle faisait 13,5 mm, à l'artère pulmonaire gauche où elle était à 17,5 mm, et aussi même aux branches segmentaires lobaire moyenne où elle était partielle et sous-segmentaire lobaire supérieure droite où elle était totale. À cette embolie pulmonaire, il y a eu aussi un épanchement pleural liquidien bilatéral de petite abondance et les lésions caractéristiques de la tuberculose existaient toujours, elles étaient basales et bilatérales. La conduite à tenir consistait à l'administration d'une oxygénothérapie à raison de 6 litres par minute, une anticoagulation curative adaptée à son poids, c'était l'enoxaparine 0,4 mg en sous-cutané chaque 12 heures, qu'on a commencé le 23/9/2022. Relais à J2 par l'acénocumarol à 1/4 de comprimé, un jour sur 2, commencé à J3 plus tôt, le 26/9/2022. La transfusion d'un kilo globulaire parce qu'il y a eu l'installation d'une anémie profonde à 6 grammes par décilitre. L'administration aussi du bisoprolol à 1 comprimé par jour et la nutrition parentérale, l'oléquinomel, 1 flacon par jour. Malheureusement, le patient ne faisait que dégrader sa fonction respiratoire. Donc, le 1er octobre 2022, la saturation était à 84% sous 15 litres d'oxygène. L'étendue des lésions a fait que le patient succombait à son état. Le 2/10/2022 à 1h30, on a eu un arrêt cardio-respiratoire qu'on n'a pas pu récupérer malgré les mesures de réanimation nécessaires et le décès a été déclaré à 1h30. Je vous présente ce cas parce que c'est une réelle problématique. D'abord, de la tuberculose chez un sujet transplanté
Et la deuxième, c'est l'identification de l'ITL, l'infection tuberculeuse latente, chez cette catégorie particulière de patients. D'abord, pour la tuberculose, c'est un sujet transplanté. Le problème se pose de par l'immunodépression et l'interférence médicamenteuse. On sait maintenant que les transplantés d'organes sont des populations à risque. Pourquoi? Parce que la perturbation de l'immunité cellulaire chez ces patients, induite par le traitement immunosuppresseur, facilite facilement l'éclosion de la tuberculose. On sait aussi que chez cette population, l'infection tuberculeuse, elle est plutôt due à une réactivation endogène à partir d'un foyer tuberculeux qui est sain. Son incidence, elle peut atteindre 75 fois de plus par rapport à la population générale. Elle varie bien sûr en fonction des études, de la provenance géographique des études. Elle est de 1% en Amérique du Nord, elle peut atteindre 12% en Inde. Et on sait que c'est une infection favorisée par la présence de comorbidité chez ces patients et leur antécédent de tuberculose, soit chez eux ou chez le donneur. On a constaté que le délai de survenue est très variable et que la présentation clinique elle est dominée par la fièvre, qui est souvent trompeuse, que les formes extrapulmonaires sont présentes dans plus de pratiquement la moitié des cas et que les formes disséminées qui prêtent confusion et qui sont souvent source de diagnostics retardés sont présentes dans le tiers des cas. Les manifestations radiographiques, elles sont variées. Des infiltrats focales, un aspect de miliaire, un aspect nodulaire, la présence d'épanchements pleuraux, mais on a vu que la forme classique cavitaire, elle n'est pas aussi fréquente que dans la population générale. Et on sait que c'est par rapport à l'altération des cellules T due à l'immunodépression du patient. Les radiographies thoraciques de face normale sont également observées chez ces patients et ces patients dont la radiographie elle est normale sont à peu près le tiers à 30% des receveurs. La tuberculose transplantée, dans la tuberculose transplantée, la TDM, thoraco-abdominopelvienne, elle est fortement recommandée car les présentations extrapulmonaires sont plus fréquentes. Nous avons vu ça. Mais aussi, je voulais souligner le point sur l'examen TDM, CAP-TDM au 18 FDG, qui a démontré, selon les études, une bonne sensibilité dans la tuberculose, mais sa standardisation pose toujours la question chez cette catégorie de receveurs de greffes d'organes solides. On sait aussi que le traitement est particulièrement délicat. Pourquoi? Parce que la rifampicine, c'est connu, c'est un inducteur enzymatique qui réduit le taux de sanguin des différents médicaments, notamment la cyclosporine, et que l'hépatotoxicité des autres antituberculeux, à savoir l'isoniazide et le pyrazinamide, est fréquente et redoutable chez ces patients. Le deuxième point, c'est l'identification de l'infection tuberculeuse latente. L'incidence et les modalités de prise en charge de diagnostic et thérapeutique chez ces patients a été mise au point par différentes études. J'ai choisi celle-là parce que c'est une étude rétrospective qui décrit 1020 transplantés hépatiques et dans lesquels on a isolé 6 cas de tuberculose maladie. Donc, une prévalence de 0,59%, une incidence de pratiquement 0,45 par 1000. Donc, l'incidence, vous voyez qu'elle ne dépasse pas 1%. La conclusion de la source de l'infection, c'est toujours une réactivation endogène. La présentation clinique, c'est plutôt l'atteinte décéreuse que l'atteinte pulmonaire. Il y a eu un faible rendement du diagnostic microbiologique, ça on le sait. D'où l'intérêt des biopsies tissulaires pour études anatomopathologiques, mais là aussi, il faut faire attention parce que généralement, le granulome sur lequel on tombe, ce n'est pas le fameux granulome nécrotique. La nécrose caseuse peut faire défaut aussi, et là, ça prête confusion avec les autres diagnostics. Du coup, ça reste toujours des formes un petit peu trompeuses. Pour le traitement, il n'y a pas une contre-indication absolue, mais toujours, si on met de la rifampicine, il faut adapter les doses des immunosuppresseurs. Et si on est avec le pyrazinamide, il faut toujours surveiller étroitement la fonction hépatique. Donc, pour tout ce qui est prévention pré-transplantation, un interrogatoire minutieux, la réalisation, en fonction de cette étude, de l'IGRA et de l'imagerie reste de rigueur. Le traitement d'une tuberculose latente avant la transplantation, il réduit considérablement le risque de la tuberculose active après transplantation. Les réactions cutanées, l'IDR à la tuberculine et les tests de détection de production d'interféron gamma sont utiles au diagnostic de la tuberculose latente, malgré l'hyporéactivité constatée chez les sérotiques en attente d'une transplantation hépatique. Et l'histoire individualisée pour chaque patient d'exposition à la tuberculose et l'existence de séquelles de tuberculose
pulmonaire sur la radiographie thoracique de face ou le scanner plaide pour une prophylaxie antituberculeuse. En Algérie, nous avons des recommandations claires. L'instruction numéro 24 du 14/1/2021 ministérielle qui porte directive à la prise en charge des cas d'infection tuberculeuse latente émis par le ministère de la Santé en Algérie. Les populations identifiées à risque pour parler d'une infection tuberculeuse latente, nous avons 3 conditions nécessaires. 1, un examen clinique strictement normal. 2, une radiographie thoracique de face ou s'il y a disponibilité du scanner normal. Et un test cutané tuberculinique. Là, deux situations sont distinctes. Soit ce test, il est supérieur ou égal à 15 mm. Là, on peut se contenter de ces résultats. Le diagnostic d'infection tuberculeuse latente, il est retenu et le traitement prophylactique doit être mis en route. Si le test tuberculinique, il est inférieur à 15 mm, on doit procéder à la recherche du quantiféron. Le test IGRA, il est demandé. S'il est positif, on retient le diagnostic d'infection tuberculeuse latente. S'il est négatif, là, on peut écarter avec toute sécurité le diagnostic d'infection tuberculeuse latente. Je vous remercie, messieurs. Eh bien, merci beaucoup. La discussion est ouverte. Qui veut intervenir? Je vais peut-être poser la première question. Chez ces patients immunodéprimés transplantés, ce sont des formes extrapulmonaires dans 50% des cas, vous nous avez dit. Hein. Pardon, monsieur? Oui, je dis que oui. Vous nous avez dit que chez ces immunodéprimés transplantés, ce sont des formes extrapulmonaires dans 50% des cas, ce qui rejoint les chiffres habituels des immunodéprimés, j'imagine 50% de formes extrapulmonaires. Hein? Absolument. Oui, oui. Donc, l'hyporéactivité, oui, par rapport aux défenses immunitaires font que les formes pulmonaires prennent un peu de recul par rapport aux formes disséminées et l'atteinte des séreuses, elle avance par rapport à ça. Oui, mais chez ces transplantés, il n'y a pas plus de formes extrapulmonaires que chez tous les immunodéprimés. Absolument, oui. Mais oui, c'est parce que c'est les mêmes formes, ils sont considérés comme des immunodéprimés. Ça rejoint la catégorie des immunodéprimés. Mais ça ne fait pas une classe spéciale parce que c'est des transplantés de foie. D'accord, très bien. Ouais. La deuxième question, du point de vue caractéristique radiologique pulmonaire, est-ce qu'il y a des choses particulières? Eh bien, pourtant, nous avons dit que les formes pulmonaires ne sont pas les premiers au premier plan, mais une fois nous avons une atteinte pulmonaire, nous avons constaté que les lésions nodulaires et les infiltrats nodulaires sont plus fréquentes que les formes classiques cavitaires. Ça, c'est expliqué par l'immunodépression locale. Par l'immunodépression locale et par les réactions inflammatoires, c'est ce qu'on voit aussi dans les tuberculoses du VIH. Etc. Absolument. D'accord. Donc, ce sont plutôt des formes nodulaires. Et ce sont des gros nodules ou des petits nodules? Eh bien, chez notre patient, c'était des petits nodules disséminés qui faisaient plutôt un aspect de miliaire bronchogène. Et il y a eu l'atteinte des séreuses aussi associée à ça, l'épanchement pleural liquidien bilatéral. Mais la forme cavitaire, non. Donc, finalement, il y a très peu de formes cavitaires. Et ce qui est étonnant chez vous, mais je n'ai pas très bien vu le scanner, c'est que malgré tout, il y a des microscopies positives. Oui. Les recherches de BK sont positives. Oui. Ce qui est un peu contradictoire, parce que si on a des formes nodulaires, habituellement, on ne trouve pas… Exactement. Cet infiltré nodulaire était associé à des ulcérations aux 2 sommets du poumon, ce qui nous a poussé à multiplier les prélèvements des expectorations, ce qui a mis en évidence il y avait des formes cavitaires, enfin ulcérées dans les sommets. D'accord. Oui. Très bien. Qui veut intervenir? N'hésitez pas. On l'a pris en charge avec l'équipe de pathologie qui est représentée là dans la salle. Attends, Samia, on ne t'a pas entendu au début. J'ai dit, je voudrais signaler que ce patient a été pris en charge concomitamment avec l'équipe des pathologies et qui est présente là avec nous.
Et pour les deux équipes, ça a été un gros souci pour la thérapeutique. Bien sûr. Hein. Ben oui. Voilà. Et puisqu'il y a des hépatologues dans la salle, mais c'est une question naïve, finalement, si j'ai bien compris, à un moment donné, les transaminases se sont améliorées quasiment toutes seules, non? Dans la deuxième phase. Elle va venir, elle va vous répondre. Allez, venez. Bonjour. Bonjour. On a l'impression que sur le plan hépatique, les choses se sont améliorées un peu spontanément, non? Je me trompe? Bon, je dirais pas spontanément. D'ailleurs, le patient présentait une hépatite auto-immune de nouveau associée. Donc, par malchance, le patient a fait des poussées d'HAI en parallèle. Au début, on s'est dit que c'est une dilée aux antituberculeux, mais finalement, par malchance, le patient a posé des problèmes de poussées d'HAI en parallèle. Donc, c'était problématique au début. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces hépatites auto-immunes? Bon, les hépatites auto-immunes sont des étiologies déjà de perturbation des bilans hépatiques. D'ailleurs, le patient était transplanté en 2020 sur une cirrhose qu'on ne connaît pas l'étiologie. Donc, déjà, même après la prise en charge, on ne sait pas pourquoi il était transplanté. Donc, on a fait tout. Au début, tout était négatif. Comme il a présenté le syndrome infectieux au début, on a tout fait, on a tout refait à zéro. Il n'y avait rien du tout sauf la tuberculose au début. Donc, il avait un bilan hépatique normal au départ, avant tout traitement. Oui. Avant le traitement, il avait un bilan hépatique strictement normal. Après, je dirais 2 mois de traitement, il a perturbé complètement son bilan avec un TP139. Au début, on n'a pas pu réaliser la PBH parce qu'il avait justement des troubles de l'hémostase. Après, quand il a normalisé son bilan, on a pu faire la PBH et là, on tombe sur une hépatite auto-immune typique sur l'histologie. D'accord. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Branchez votre micro et si vous pouvez dire qui vous êtes parce qu'on ne voit pas le nom affiché. Ah oui, c'est professeur Toloba depuis Bamako. Ah oui, bonjour, je vous reconnais. Bonjour. Je n'ai pas suivi toute la présentation, mais je me suis dit, tuberculose transplanté, est-ce qu'il y a une disposition particulière qui un transplanté est confirmé bactériologiquement positif? Est-ce que les molécules, les doses changent telles qu'elles sont? Est-ce que la thérapeutique change si nous sommes devant un TP1+, c'est ça, microscopie positive, transplanté hépatique? Eh ben, oui. Écoutez, monsieur, bien que c'est une population particulière, bien sûr, on doit faire attention, mais ni les médicaments, ni leur posologie ne changent. D'ailleurs, en Algérie, les recommandations sont claires. Jusque-là, on ne fait pas de bilan hépatique systématiquement dans le bilan pré-thérapeutique de la tuberculose. Bien sûr, quand un patient avait des antécédents hépatiques et quand c'est perturbé, on doit le faire d'abord, mais ça sera adapté bien sûr à dose minimale en fonction du bilan hépatique, mais ça ne sera pas arrêté, sauf si nous sommes devant un cas avéré de toxicité hépatique. Les médicaments sont les mêmes, leur posologie est adaptée. Ok, merci beaucoup. Et le premier dosage des transaminases, vous le faites à quel moment? Tout dépend de l'examen de contrôle, monsieur. Enfin, si vous parlez maintenant d'un patient transplanté hépatique, le contrôle du bilan hépatique sera régulièrement fait. Vous parliez de la situation générale. Vous ne faites pas de dosage. Oui, dans la situation standard, il n'y a pas indication du bilan hépatique, sauf si nous avons des signes d'appel clinique. D'accord?
Donc, vous ne faites pas Effectivement, de bilan, à aucun moment vous faites un bilan hépatique. À C'est bien aucun ça. moment du traitement, durant D'accord. les 6 mois, à aucun moment on réalise systématiquement un bilan hépatique. effectivement, je suis tout à fait en phase avec lui parce qu'au Mali aussi, un tuberculobactériellement positif, on ne fait pas de bilan, sauf si au départ on a des signes de perturbation hépatique. Jusqu'à la fin du traitement d'ailleurs, en dehors des contrôles bactériologiques et les radios de contrôle. D'accord. D'accord. Effectivement. Ça n'a pas changé depuis des années finalement. Oui, oui. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Je n'en vois pas. Eh bien, on va passer à la deuxième observation dans ce cas-là, Samia. Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Le deuxième cas, c'est le docteur Bourkoua qui va le présenter. C'est un problème de... Alors, voilà. C'est le docteur Bourkoua donc qui va présenter une observation sur la maladie veineuse thromboembolique qui a révélé une tuberculose pulmonaire. Voilà. OK. Honorable assistance, bonjour. Je m'appelle Ouafia Bourkoua, je suis pneumologue au CHU Mustapha. J'ai le plaisir de vous présenter dans la même thématique une association assez particulière qui est celle de la maladie veineuse thromboembolique avec la tuberculose pulmonaire. Et nous allons voir à travers cette présentation en quoi cette association qui est nullement fortuite, en quoi elle est particulière, surtout chez un sujet âgé. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 86 ans, demeurant à Alger, mère de 6 enfants vivants. Dans ses antécédents, on trouve un diabète de type 2, une hypertension artérielle. Elle n'avait pas de notion de comptage tuberculeux et elle n'avait pas d'habitude toxique. Son histoire de la maladie remonte déjà à 2 mois avant son hospitalisation à notre niveau, faite d'une dyspnée de stade 2 MMRC avec une taux projectif ramenant des expectorations mucopurulentes associées à des signes généraux. Puis, 1 mois après, la patiente nous rapporte qu'elle a remarqué un gonflement important des 2 membres inférieurs qui était plus marqué à gauche, mais qui était négligé par elle. Le jour de son admission, elle avait en plus une obnubilation avec aggravation de sa dyspnée qui est devenue stade 4 MMRC. À son arrivée, la patiente était consciente, elle était comme inconsciente, elle était en état général altéré, elle était apéritique, tachycarde, elle avait une bonne tension artérielle, un BMI à 19 kg par mètre carré. L'examen pleuropulmonaire, elle avait des accrépitants au niveau de la moitié supérieure de l'hémithorax gauche. Elle avait aussi des signes de thrombose veineuse profonde au niveau du membre inférieur gauche. Par ailleurs, elle n'avait pas d'hypocratisme digital, ni de cyanose, ni d'insuffisance cardiaque droite ou de signes neurologiques de focalisation. Sa radiographie thoracique de face de départ avait objectivé plusieurs lésions excavées qui occupaient la moitié supérieure de l'évithérax gauche, associées à un épanchement pleural liquidien homolatéral de petite abondance. Sur le plan de l'angio-TDM qui a été réalisé dès son arrivée aux urgences, qui a objectivé une embolie pulmonaire lobaire inférieure droite. Malheureusement, je n'ai pas l'image qui correspond exactement à l'endroit de l'embolie pulmonaire, avec une condensation excavée lobaire supérieure gauche et bien évidemment l'épanchement pleural liquidien gauche de petite abondance. Les bacilloscopies des crachats réalisées chez elle sont revenues richement positives et la ponction pleurale exploratrice avait ramené un liquide jaune citrin exsudatif. La bactériologie n'avait pas objectivé de germe à l'examen direct et en culture. La cytologie était inflammatoire non spécifique et la biopsie n'a pas pu être faite du fait de la petite abondance de l'épanchement. Sur le plan biologique, la patiente avait des désimères franchement positifs, une glycémie quand même correcte avec une bonne fonction rénale. Par contre, elle avait des signes biologiques de déshydratation avec une hypoalbuminémie sévère. Donc, au total, nous sommes devant un problème de prise en charge thérapeutique d'une maladie veineuse thromboembolique qui a révélé une tuberculose pleuropulmonaire chez une patiente âgée qui est diabétique et hypertendue.
Pour sa prise en charge, nous avons instauré un traitement antituberculeux selon les directives de notre programme national de lutte antituberculeuse, avec traitement de l'embolie pulmonaire et de la thrombose veineuse du membre inférieur par un traitement anticoagulant à base d'une molécule d'héparine de bas poids moléculaire type inoxaparine sodique, et bien sûr une réhydratation et supplémentation en albumine. Alors, c'est quoi la problématique devant ce tableau radioclinique qu'on vient de présenter? D'abord, cette association de la tuberculose pulmonaire et de la maladie veineuse thromboembolique qui est assez particulière, comme j'ai dit au départ. Pourquoi? Parce que nous sommes devant un sujet âgé où, comme vous savez, il y a une sénescence des fonctions vitales, différentes fonctions vitales, avec les comorbidités souvent présentes chez les sujets âgés et qui compliquent la prise en charge thérapeutique. D'un autre côté, on a les interactions médicamenteuses connues entre les anticoagulants et les antituberculeux. Donc, quelle molécule d'anticoagulant choisir? Revenons un peu à la littérature. Nous allons retrouver que les premiers cas de cette association de tuberculose pulmonaire avec embolie pulmonaire ont été décrits en 1950, où 27 cas d'embolie pulmonaire ont été diagnostiqués sur 111 autopsies consécutives chez des sujets atteints de tuberculose pulmonaire, ce qui représentait 24,3%, et une incidence ainsi d'embolie pulmonaire de 23,1% au cours de ces autopsies. Selon la littérature toujours, la prévalence de cette association varie de 0,6 à 10% selon les différentes études. Un petit mot sur la physiopathologie de la maladie thromboembolique. Je vous apprends rien en montrant la triade de Virchow qui est à la base de la formation de thrombose, où il y a l'association des trois conditions qui sont la lésion endothéliale, un état d'hypercoagulabilité avec des anomalies du flux sanguin. Alors, au cours de la tuberculose, l'incident thromboembolique peut survenir avant, pendant ou même après le diagnostic de la maladie, c'est-à-dire au cours du traitement. Le mécanisme reste mal connu, mais tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que la tuberculose en elle-même est une maladie thrombogène. Comment? Au cours de cette maladie, on a une augmentation du fibrinogène plasmatique, du facteur 8, et de la thrombocytose, ce qui conduit à un état d'hypercoagulabilité. Et à cela se rajoute le déficit en antithrombine 3 qui est souvent retrouvé chez un tiers des patients tuberculeux, et ce qui représente une entrée de la triade de Virchow. Dans sa forme disséminée, l'activation des cellules mononucléées conduit à une interaction avec les mycobactéries et donc une augmentation de la synthèse du TNF-alpha et des interleukines 6, qui sont des molécules pro-inflammatoires qui conduisent à des dommages endothéliales, le rendant vulnérable, et donc une augmentation du risque thrombogène en augmentant également la synthèse des protéines de coagulation par le foie. Et à cela, et chez notre patiente notamment, il y a le diabète qui lui-même constitue un état d'hypercoagulabilité. Parce qu'au cours du diabète, on a une augmentation de la synthèse des lipoprotéines, ce qui augmente la viscosité sanguine et donc une autre entrée de la triade de Virchow. Et puis l'alitement prolongé chez notre patiente depuis l'apparition des signes de thrombose veineuse profonde conduit à des anomalies du flux sanguin, favorisant également la triade de Virchow. Et en dernier vient le rôle du traitement qui est le traitement antituberculeux, basé essentiellement sur la rifampicine qui est une drogue majeure, où certaines études ont trouvé un risque relatif d'association entre thrombose veineuse profonde et tuberculose de 4,74. Comme on a dit, la rifampicine est la principale drogue antituberculeuse qui a une action bactéricide à la fois sur les bacilles intra- et extracellulaires. Son métabolisme est essentiellement hépatique et c'est un puissant inducteur enzymatique, essentiellement avec le cytochrome P450 qui interfère avec le métabolisme des anticoagulants, essentiellement les antivitamines K, conduisant à leur élimination rapide et donc une action anticoagulante beaucoup moindre. Pour ce qui est des anticoagulants, les différentes armes thérapeutiques, on a les héparines de bas poids moléculaire, on a les héparines non fractionnées, on a les antivitamines K et les nouveaux anticoagulants oraux directs.
Le métabolisme des héparines, des molécules d'héparine est essentiellement pas hépatique, donc ils n'interfèrent pas avec la rifampicine. Par contre, celui des antivitamines K et des anticoagulants oraux directs qui ont un métabolisme hépatique, surtout pour les antivitamines K qui sont une pierre angulaire du traitement anticoagulant, et donc interaction avec les traitements antituberculeux. Maintenant, faut-il faire le relais par les molécules de bas poids moléculaires, par les AVK ou bien les anticoagulants oraux directs? On sait que les héparines de bas poids moléculaires ont moins de risques hémorragiques par rapport aux antivitamines K et n'ont pas d'interaction avec les antituberculeux et surtout la rifampicine. La deuxième arme thérapeutique est les anticoagulants oraux directs, qui est une molécule qui a révolutionné la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique en vue de la facilité de sa gestion et de son utilisation, notamment chez les sujets âgés, parce qu'elle n'a pas vraiment d'effet secondaire chez les sujets âgés. Elle n'a pas de risque hémorragique pratiquement et elle ne nécessite pas de surveillance biologique. Par contre, d'un côté, elle interagit avec la rifampicine et de l'autre côté, on n'a pas encore la même en Algérie. L'autre arme thérapeutique, qui sont les antivitamines K, présente un risque hémorragique élevé, notamment chez les sujets âgés. Ce risque est majoré en association avec la rifampicine. Donc, en vue de tous ces éléments, la balance va vers le maintien de la molécule d'héparine de bas poids moléculaire, ce qui est la conduite adoptée chez notre patient. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Ben, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Moi, je dois dire que je découvre un peu Madame Voilà. vous êtes toujours là? Oui. La question que je voudrais vous poser est la suivante. Vous nous avez expliqué que sur le plan physiopathologique, il y a de bonnes raisons de dire que la tuberculose augmente le risque thrombogène. OK? Et vous nous avez montré une statistique ancienne qui remonte à 1950, qui en plus est une statistique d'autopsie, donc des cas particuliers. Pour qu'il y ait autopsie, il faut que ce soit des formes qui finissent mal. Est-ce que vous avez... attention? Oui. C'était les premiers cas qui ont été décrits de cette association. Oui. Alors, ou alors j'ai peut-être mal vu, est-ce qu'il y a des séries récentes avec des pourcentages qui donnent des pourcentages d'embolie pulmonaire au cours de la tuberculose pulmonaire commune? Sincèrement, je n'ai pas retrouvé d'études récentes qui parlent de ça. Peut-être que c'est par rapport au mécanisme qui n'est pas encore vraiment établi entre les deux. Et peut-être que c'est en cours de réalisation. Non, parce que l'embolie pulmonaire, les accidents thromboemboliques, on en trouve des quantités dans beaucoup de choses, dans les BPCO, etc. Cette femme-là avait une BPCO d'ailleurs, hein, si j'ai bien compris. Et donc, d'après ce que vous avez expliqué, elle n'avait pas de BPCO. Non, non, elle avait une hypertension artérielle et un diabète. Ah, mais oui, c'est un épisode aigu, alors, d'accord. Mais compte tenu de ce que vous nous avez dit, il y a de bonnes raisons de penser que les accidents thromboemboliques sont peut-être plus fréquents qu'on ne l'imagine. Alors, ça pose un problème sur le plan général. Quand faut-il rechercher une maladie thromboembolique dans une tuberculose pulmonaire commune? Quels sont les éléments qui permettent d'orienter, parce qu'on ne va pas faire des scanners avec injection dans toutes les tuberculoses pulmonaires communes, évidemment. Mais qu'est-ce qui permet de penser qu'il peut y avoir une maladie thromboembolique? Je ne parle pas des cas où il y a une phobie patente du membre inférieur, bien sûr. Après abord, on est devant des sujets âgés et donc la surveillance clinique doit être plus rigoureuse. Et donc, en mettant en tête, en arrière-pensée qu'il y a toujours cette association, donc à chaque contrôle, devant chaque signe, on doit mettre en tête qu'il peut s'agir d'une embolie pulmonaire qui peut être associée et qui compliquerait la prise en charge et peut-être même le pronostic de la maladie. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un score de Genève à chaque contrôle de tuberculose, c'est ça que vous voulez dire?
Eh ben, c'est ça ce qui a permis le diagnostic de la maladie veineuse thromboembolique chez notre patiente. D'accord. Et vous pensez, Samia, vous pensez que c'est suffisant, un score de Genève? C'est pertinent? Parce que la majorité de nos patients tuberculeux, heureusement, ne sont pas hospitalisés. C'est-à-dire que tous nos patients sont pris en charge en ambulatoire. Seuls sont hospitalisés les malades qui présentent un problème, et c'était le cas de cette patiente. Donc, pour nous, la population, en plus, nous avons maintenant affaire à une population de plus en plus âgée en Algérie, avec beaucoup de comorbidités, parce que vous savez, la fameuse transition épidémiologique, etc., ce sont des patients âgés avec des maladies chroniques. Donc, chez ces patients, il est important d'être vigilant, et notamment quand ce sont des formes sévères, comme chez cette dame, qui aussi, il faut noter, s'est présentée dans cet état-là, et il y a eu quand même elle n'a pas consulté rapidement. Comme il y avait une atteinte importante de l'état général, c'est pour ça que cette patiente a été hospitalisée et prise en charge. Donc, ce qui veut dire qu'un patient qui a une tuberculose pulmonaire, qui est hospitalisé pour aggravation de son état général, vous faites systématiquement un score de Genève. Et on recherche systématiquement, oui. S'il y a des facteurs de risque, bien sûr. S'il y a des facteurs de risque. Mais en pratique courante, en pratique ambulatoire, ça ne vous paraît pas nécessaire, pertinent de dire désormais vous ferez un score de Genève? Je pense qu'avant de laisser la parole au docteur Bourgois, en pratique ambulatoire, comme il y a l'anamnèse et il y a l'examen clinique, dès qu'il y a des éléments inhabituels en faveur d'une éventuelle complication thromboembolique, évidemment, toute la prise en charge doit être enclenchée. Mais heureusement pour nous, la majorité de nos patients ne posent pas ce problème. C'est-à-dire que finalement, c'est une catégorie de patients très particulière. Le sujet âgé déjà, et probablement d'autres personnes qui ont le score de Genève s'appliquerait comme à d'autres patients. Hein. Avec peut-être des nuances par rapport au score habituel. Hein. Probablement, oui. Et tu as dit, est-ce qu'il y a d'autres publications? Je pense que oui. Maintenant, chez cette catégorie, il faudrait probablement, on surveille les patients. Pour nous, en tous les cas, nos malades en ambulatoire, chez notre corps de malades que l'on suit au niveau de notre dispensaire, nous n'avons pas eu ce genre d'incident jusqu'à présent, à ma connaissance, chez les malades pris en charge en ambulatoire. Voilà. Oui, vous n'avez pas fréquemment des embolies pulmonaires ou des accidents thromboemboliques chez des gens sous traitement antituberculeux. Ce n'est pas quelque chose qui vous paraît un facteur de risque prédominant. C'est ça? Non, oui, même en motif d'hospitalisation, nous n'avons pas beaucoup de tuberculeux hospitalisés. Ce n'est pas un motif d'hospitalisation fréquent. Je crois que le collègue de Bamako veut parler. Oui, Yacouba Toloba. Effectivement, merci pour cette information qui est très pertinente. Effectivement, il y a quelques années, nous avons voulu connaître le profil des malades décédés de tuberculose en hospitalisation. On s'est rendu compte que ces patients tuberculeux pathologement positifs décédaient dans la première semaine de leur hospitalisation. Ils étaient en même temps sous traitement. On s'est rendu compte que du fait qu'on ne faisait pas le score de Genève chez ces malades, surtout alités, l'hypothèse la plus plausible est que ces malades faisaient des maladies, des accidents emboliques, thrombose veineuse. Et maintenant, dans notre recommandation, on s'est dit que tout malade tuberculeux sous traitement alité, il faut prévenir la maladie thromboembolique avec surtout les ASPPM, les héparines de poids moléculaire. Donc, nous avons fait ce constat, mais on n'a pas pu faire le lien entre la tuberculose elle-même et son risque de survenir de maladies thromboemboliques. Oui. Sinon, les diagnostics étaient constatés la première semaine et que ces décès survenaient chez les malades hospitalisés qui répondaient aux critères d'hospitalisation des tuberculeux. D'accord. Vous les mettez sous HBPM parce qu'ils sont alités, etc. Mais pas spécifiquement parce qu'ils sont tuberculeux. Oui. C'est ça que vous avez, si j'ai bien compris. D'accord. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une autre qui veut intervenir? La question vient
vient du docteur Wagheni. J'espère que je n'ai pas massacré votre prénom, Jamila. Et la question est celle-ci. Pourquoi ce patient n'a-t-il pas bénéficié d'un bilan pré-transplantation à la recherche d'une infection latente tuberculeuse? Vous parlez du premier cas. Oui, on parle du premier cas ici. Je m'excuse. Je crois, nous ne pouvons pas répondre à cette question puisque nous n'avons pas d'éléments de réponse. Nous nous sommes posé la même question, mais nous n'avons pas cherché, monsieur. Nous n'avons pas pu obtenir d'éléments de réponse. Il a été transplanté en Turquie, oui. OK. Oui, c'est vrai, c'est une personne qui a été transplantée à l'extérieur de l'Algérie. Oui. Dans le chat, j'ai autre chose, Étienne. Moi, j'ai rien d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoute, je ne sais pas où est le chat, à vrai dire. Le chat, il faut que tu regardes dans le haut de l'écran, il y a un petit ordinateur carré. Clique dessus et tu vas voir le chat. Oui. D'accord, j'ai trouvé. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, on voit des... On voit des amis, on voit Parassian de la Réunion. Parassian, est-ce que tu aurais un commentaire à apporter? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, chez nous, c'est bon, c'est la nuit. Oui, mais moi, je trouve que c'est un cas intéressant, mais le problème, c'est que chez ces sujets âgés, à un moment donné, effectivement, des de dislocation, probablement alité, et forcément, effectivement, on a ce facteur-là qui est responsable de tout. Donc, que la tuberculose soit responsable, quel est le mécanisme d'approfondir un petit peu, de mieux connaître ce phénomène physiopathologique. C'est un cas intéressant. Merci. Oui, qui veut intervenir encore? Bon, mais écoutez, je pense que les cas cliniques étaient assez clairs. Oui. En tout cas, ils étaient d'excellente qualité et je félicite les deux présentateurs parce que c'était parfaitement clair, les questions étaient très bien posées. Exact. Merci. Donc, moi aussi, je voudrais remercier les deux présentateurs et la professeure Samia Tariq pour son implication et son dévouement. Donc, si vous permettez, je vais vous faire l'annonce de nos prochaines conférences dans le cadre de nos activités de Visio Grisoff. Donc, je vous inviterai. Et là, on tombe dans un tout autre registre, un tout autre thème. Le jeudi 13 octobre, nous aurons le professeur Marc Journeau, qui est professeur titulaire au Centre de recherche en comptabilité et développement durable, qui est rattaché à la faculté des sciences de l'administration, et il va nous parler d'économie circulaire et conséquences en santé. Même moi, à date, j'y connais pas beaucoup, et donc j'imagine que vous aussi. Et donc, je pense que tous ensemble, nous allons apprendre de cette visioconférence. Donc, c'est le jeudi 13 octobre. Peut-être vous rappeler aussi, nous avons une autre conférence le 3 novembre. Et là, ça va être une conférence tripartite, c'est-à-dire avec Issam Amanouchi de Rabat, Olivier Armstrong de Nantes, ainsi que moi-même. Et le titre de la conférence, c'est « Comment réussir un projet de recherche de l'idée à la rédaction du manuscrit ». Donc, pour tous les jeunes résidents qui sont vraiment intéressés par la recherche, que ce soit des résidents cliniciens, que ce soit des chercheurs biomédicaux, des jeunes en début de carrière, je pense que c'est une visioconférence qui peut vous intéresser. Il y a d'autres visions en tout temps, mais je pense que nous sommes avec le professeur Tariq. Le 24 novembre 2022, le professeur Tariq va nous revenir avec une autre conférence, mais c'est elle qui va la donner. Et le titre,
est-il possible d'appliquer les recommandations GINA relatives au diagnostic de l'asthme? Donc, ce sont des vidéoconférences à venir. Je voudrais juste vous rappeler une petite chose, c'est que ce matin, certains ont peut-être éprouvé des difficultés à se connecter. N'hésitez pas, si vous utilisez le premier lien, c'est-à-dire le lien qui se termine par mon nom, parfois ça ne fonctionne pas. Donc, dans ce temps-là, vous devez complètement vous déconnecter, vous fermez tout et vous recommencez en utilisant le deuxième lien qui contient à la fin le numéro de la réunion, c'est-à-dire le 681-288-205, c'est le numéro de la réunion. Donc, avec ça, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc, sur ces quelques mots, Oui, je vous souhaite Yves. une belle fin de journée et je repasse la parole à Étienne. Oui, Yves, il y a une conférence que tu as oubliée. Tu as parlé de celle le 6 octobre, c'est aujourd'hui, le 13 octobre, Marc Journaux, et on en a une également le 20 octobre. Oui, je croyais que cette conférence était confirmée. Si, elle est confirmée. Donc, c'est 20 Pierre octobre, c'est le professeur Pierre-Yves Brier, qui est un radiologue thoracique de Bobigny, et qui nous parlera des orientations diagnostiques au scanner dans les pneumopathies interstitielles diffuses. Je vous recommande bien sûr toutes les conférences, mais en particulier celle-ci, parce que, comme vous savez, la radiologie thoracique, ça évolue beaucoup, et il est nécessaire tous les ans de se remettre à flot concernant l'intérêt du scanner dans ces pneumopathies interstitielles diffuses. Je vous recommande largement cette conférence. Pierre-Yves Brier, qui est un spécialiste tout à fait reconnu de ces problèmes. Voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Merci à bientôt. beaucoup